Ok, c'est parti. Alors, donc, nous voyons ce matin pour traiter du chapitre concernant les amortissements d'immobilisation. Alors, je pense que nous allons voir ce chapitre en deux parties. Une première partie aujourd'hui qui va concerner la compréhension d'abord globale de la notion d'amortissement, de la notion d'immobilisation, et l'amortissement de type linéaire. Et nous verrons la prochaine séance, donc après les vacances, les amortissements euh, dégressifs. La méthode est un petit peu plus compliquée, elle demande un petit peu plus de connaissances. Malgré tout, ça reste largement accessible. Alors, que je vérifie d'abord une chose. D'abord, pour vous dire que le support Excel que j'ai utilisé dans le chapitre de l'évaluation des stocks sera mis en ligne là, dès la fin de ce cours. Donc, je le mettrai sur le Drive et je mettrai un lien sur le dernier cours relatif au stock. Je mettrai un lien pour vous y accéder direct ou directement, ou si vous voulez y accéder en passant directement par le Drive, vous pourrez aussi. Je pense que je vais créer un dossier, puisque nous n'avons pas eu encore l'occasion de laisser des supports. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de laisser des supports sur le Drive. Je vais créer un petit dossier dans le Drive support de cours et vous pourrez y accéder dans ce dossier. D'accord. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai fait la correction du quiz dans le cours sur le Net Campus qui est relatif donc, aux deux quiz que vous avez eu à traiter. Il y a deux vidéos concernant les corrections et puis vous avez aussi vos résultats qui sont aussi dans ce cours avec votre petit classement. Alors, ça reste très relatif, hein, d'accord? C'est pas quelque chose que je prends en compte, c'est juste pour vous. Pour vous, voilà, est-ce que aujourd'hui je maîtrise les notions essentielles ou est-ce que j'ai besoin de retravailler un petit peu mon cours? Voilà quant à ce quiz et à la problématique du support de formation, parce que j'avais reçu des mails du support de formation que j'ai utilisé pour l'évaluation du stock. J'en ferai de même sur les différents supports. Alors, à partir du moment où j'utilise un support spécifique, notamment dans les cours où il y aura des calculs, etc., je fais souvent un support sur Excel. Je les mets toujours à disposition, bien sûr. Alors, vous ne pouvez pas les modifier, vous pouvez juste les télécharger. Mais c'est déjà une très bonne chose, je pense, pour vous, pour vous aider dans vos révisions et dans l'apprentissage des notions qui sont vues pendant ce cours. Alors, nous allons donc aborder, d'abord, y a-t-il des questions sur ces deux points, le quiz et le cours sur le cours sur l'évaluation des stocks? Il n'y a pas de questions. Très bien. Alors, concernant maintenant le cours sur l'amortissement des immobilisations. Premier point, j'ai reçu un mail de, je ne sais plus qui, je ne sais plus qui me disait, oui, monsieur, je ne comprends pas, les TD sont différents. Effectivement, j'avoue avoir mis deux TD différents dans vos cours. J'ai remis tout ça en ordre. Donc, le TD, a priori, est le bon. Alors, ils n'étaient pas différents. Simplement, il y avait un TD qui était plus long et qui était relatif au dégressif, au système dégressif, qui prenait en compte le système dégressif. Alors que le premier TD que j'avais mis, alors je ne sais plus à qui j'avais mis quoi, le premier TD ne prenait en compte que le système linéaire. De toute façon, ça ne posait pas de problème puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, a priori, ça ne vous a pas une question hors sujet. Des livres d'éco cette année, comme en bio. Non, pas du tout. Il n'y a pas de livre en éco spécifique à la matière. En tout cas, pas depuis 4 ans où je suis là, où je travaille pour Diderot. Il n'y a jamais eu de livre d'éco. Par contre, je peux vous donner une référence, alors pas là tout de suite, parce qu'il faut d'abord que je le vérifie. J'ai une de mes collègues qui a écrit un livre global
sur tout le BTS diététique, enfin, qui a écrit, elle, bien sûr, une partie. Et je voudrais d'abord consulter ce livre, voir s'il est plutôt bien fait ou si il ne vous apportera pas grand-chose en plus. Je sais qu'il devait sortir l'année dernière, mais il devait sortir au mois de mai-juin. Alors, bien sûr, il y a eu des retards. Il faut que je me rapproche d'elle pour voir si le livre est enfin sorti et s'il est intéressant. S'il vous apporte rien de plus que ce que l'on fait en cours, après vous faites ce que vous voulez, hein, je pourrais toujours vous donner la référence de cet ouvrage. Mais pourquoi j'en ai pas d'autres à vous proposer? Tout simplement parce que le programme a changé. Comme vous le savez, le programme a changé depuis l'année dernière. Et donc, les livres plus anciens que ceux de 2019 et plus sont un peu obsolètes quant au programme, puisqu'il y a quand même pas mal de modifications, en tout cas en ce qui concerne la matière éco-gestion. Il y a tout un pan du programme qui a été supprimé, qui d'ailleurs, à mon sens, c'est pas plus mal, puisque c'était des notions très comptables et qui apportaient peu professionnellement dans l'exercice de votre profession. Par contre, il y a d'autres parts qui ont été rajoutées et qui sont, à mon sens aussi, là, plus intéressantes. Alors, revenons sur cette notion d'amortissement. Alors, globalement, je vais reprendre un petit peu quelques notions théoriques avant de passer aux notions. Alors, les notions théoriques, normalement, c'est pas très compliqué à les voir. Elles sont bien dans votre cours, elles sont bien expliquées. D'accord. Moi, je passe beaucoup plus de temps sur les méthodes de calcul parce que c'est là où c'est le plus compliqué à comprendre et c'est le plus compliqué aussi à expliquer quand on l'explique de façon textuelle, d'accord, par un ouvrage. C'est plus compliqué que quand je vous fais des démonstrations, je pense, à comprendre. Donc, les immobilisations concernent bien sûr les entreprises qui font l'acquisition de biens qui sont durables. D'accord. Une immobilisation, c'est entre guillemets un investissement qui est fait sur, en général, du matériel qui est fait pour durer dans une entreprise et qui va apporter une valeur économique à l'entreprise pendant plusieurs années. Si vous achetez un stylo dans une entreprise, ce n'est pas une immobilisation, parce que le stylo, il n'a pas vocation à durer 20 ans. Par contre, si vous achetez un véhicule ou un matériel industriel ou, je ne sais pas moi, une armoire réfrigérée pour une structure, ce matériel a vocation à durer plus qu'une année, dans tous les cas. Donc, les immobilisations, ça s'attache à ce type d'acquisition dans les entreprises. Ensuite, quel que soit le mode de financement, c'est-à-dire quel que soit le mode de paiement, quelle que soit la technique que l'entreprise a employée pour pouvoir acheter ce matériel. Elle peut acheter ce matériel via un prêt qu'elle aurait obtenu de sa banque. D'accord. Je dois acheter un véhicule pour faire des livraisons de repas à domicile, par exemple. L'entreprise fait l'acquisition d'un véhicule, elle sollicite sa banque pour l'octroi d'un prêt, la banque lui octroie le prêt, donc elle lui donne l'argent, et ensuite l'entreprise achète le véhicule. Quand le véhicule lui appartient, elle en est propriétaire, et par contre, elle est débitrice auprès de sa banque d'une certaine somme qu'elle remboursera tous les mois. L'entreprise peut encore acheter le véhicule sur ses fonds propres, c'est-à-dire que je possède la somme nécessaire à l'acquisition de ce véhicule, donc je l'achète avec mes fonds propres, je n'aurai à rembourser l'argent à personne, etc., etc. Donc, quel que soit le mode de financement de l'acquisition. D'accord. Et ça, sur la vision de ce chapitre, le mode de financement nous importe peu. Quel que soit le mode de financement, l'entreprise va répartir la charge, c'est-à-dire le coût de ce véhicule ou de ce bien acheté, va répartir la charge sur plusieurs exercices, sur plusieurs années. Un exercice, pour faire un point en termes de vocabulaire, un exercice, c'est une année comptable. Alors pourquoi on l'appelle exercice? Tout simplement parce qu'elle n'est pas forcément calée sur l'année civile. L'année civile court du 1er janvier au 31 décembre, alors qu'une année comptable, ça reste 12 mois malgré tout, mais les dates de début et les dates de clôture de cet exercice peuvent être différentes de ceux de l'année civile. Par exemple, l'entreprise peut
commencer son année comptable le 1er juillet et la clôturer le 30 ou 31 juin. D'accord? Ça, ça doit pas être, ça doit pas poser, ça doit pas être une difficulté pour vous. À partir du moment où on vous parle d'une année ou d'un exercice, vous savez à quoi on fait référence. Ça, c'est la première chose. Donc, cette charge, le coût du véhicule va être réparti sur plusieurs années. Le nombre d'années est choisi par le chef d'entreprise et choisi par le gestionnaire. D'accord? Alors, même s'il y a des bornes qui sont imposées par l'administration fiscale, par exemple, un véhicule, ça va plutôt être entre 3 et 7 ans, en fonction de l'utilisation du véhicule, un matériel industriel entre 5 et 7 ans, etc., etc. Ça, vous n'avez pas à les connaître. Vous devez simplement vous savoir que la durée de cette répartition va être choisie et elle est imposée. Elle vous sera imposée dans les exercices que vous allez traiter. Demain, si vous montez votre cabinet de diététicien et que vous achetez par exemple un ordinateur, vous allez choisir une durée d'amortissement. Alors, en général, pour les ordinateurs, on choisit une durée de 3 ans. C'est là où le matériel peut fonctionner pleinement. Après 3 ans, on estime qu'un ordinateur commence à avoir quelques difficultés. Donc cette répartition sur 3 exercices, elle va impacter ce qu'on appelle le compte de résultat et le bilan. Alors, pour ceux qui ont vu cet exercice, il y avait un exercice notamment où on vous présentait un compte de résultat et un bilan, et on vous demandait d'aller chercher les chiffres de l'amortissement, des annuités, des dotations, etc. Alors, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, le compte de résultat et le bilan, pour vous, ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité de leur vie, ce qui n'est pas du tout un souci. Ce sont des éléments que l'on verra dès la suite de ce cours, j'allais dire un peu plus tard, mais dès la suite de ce cours, le prochain cours que nous verrons, ça sera le bilan. Ça fait partie des documents que chaque entreprise est obligée, a priori, de communiquer et de constituer. Pour faire simple et pour faire court et schématique, le bilan c'est un document qui montre tout ce que possède et tout ce que doit l'entreprise. Tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle doit. Son patrimoine, on va dire. Ce qui veut dire qu'effectivement, si l'entreprise a fait l'acquisition d'un véhicule, ce véhicule apparaîtra dans le bilan de l'entreprise. Ensuite, deuxième document qui est relativement important pour l'entreprise et que l'on va étudier aussi, de façon simplifiée, mais que l'on va étudier, c'est ce qu'on appelle le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est ce qui fait apparaître la rentabilité de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez expliquer la notion d'exercice? J'ai eu un... Je pense. Est-ce que vous pouvez... J'ai eu un problème de connexion. Oui, je vais vous le réexpliquer. Donc, je finis juste sur la partie du compte de résultat. Le compte de résultat, c'est quoi? C'est le document qui va faire apparaître la rentabilité de l'entreprise. Alors, de quoi on parle quand on parle de rentabilité de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise a généré du bénéfice de par son activité ou, malheureusement, est-ce qu'elle a généré des pertes? Alors, comment fait-on pour établir le compte de résultat d'une entreprise? On va prendre tous ses produits, donc tout ce qu'elle a pu percevoir de son activité, ou tout ce qu'elle a pu facturer de son activité, moins tout ce que ça lui a coûté. Alors, si on prend par exemple, si on prend des exemples, imaginons que j'ai ouvert une boutique de vente de produits diététiques et de barres énergétiques. À chaque fois que je vais faire une vente d'un produit de ce type, je vais donc engranger des produits. Par contre, ces mêmes produits que je vends, je suis bien obligé de les acheter, sauf si je les fabrique. L'achat de ces produits va me générer ce qu'on appelle des charges. Alors d'un côté, on a des produits et de l'autre côté, on a des charges. La différence entre les deux, c'est le bénéfice ou la perte éventuellement. Ça sera un bénéfice si les produits sont supérieurs, c'est-à-dire mes ventes sont supérieures à mes achats, globalement. Alors dans les achats, on va aussi inclure les charges de salaire, par exemple. On va aussi inclure les impôts. Dans les produits, on va inclure la somme des ventes, mais on pourrait avoir
des produits tels que des subventions qui seraient octroyées à l'entreprise. Voilà. Et globalement, on va donc faire la différence entre les produits et les charges pour trouver si l'entreprise a généré du bénéfice ou si elle a généré une perte. Alors, je reviens très rapidement sur la notion d'exercice. La notion d'exercice, c'est une année comptable. Donc, on est les années civiles. Une année civile, c'est celle qui court du 1er janvier au 31 décembre, alors que l'année comptable court du premier jour d'exercice au dernier jour d'exercice. Étant entendu que les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice sont fixées par l'entreprise lors de sa constitution. Attention, tous les ans, elle ne change pas de date. Lors de sa constitution, l'entreprise va fixer les dates d'ouverture et de clôture de son année comptable, donc de l'exercice, et va ensuite travailler en fonction de ces dates. Alors, dans 80% des cas, les dates d'exercice, donc d'année comptable d'une entreprise, correspondent à l'année civile, c'est-à-dire qu'elle court du 1er janvier au 31 décembre. Mais dans 20% des cas, l'entreprise a décidé, pour des raisons qui lui sont propres, a décidé d'avoir des dates différentes. Par exemple, l'entreprise peut commencer son année comptable du 1er juillet et la clôturer le 31 juin ou 30 juin suivant. Alors, voilà pour les notions d'exercice, pour les notions de bilan et pour les notions de résultats aujourd'hui qui sont, voilà, je vous en ai donné une explication très rapide, très schématique, puisque ce sont deux choses que l'on va étudier, dès la suite de ce cours. Pour revenir à mon immobilisation et à mon amortissement et son impact sur le bilan, je vous ai dit que le bilan, c'était tout ce que l'entreprise possédait, donc son patrimoine, mais aussi tout ce qu'elle devait à côté, c'est-à-dire ses dettes. L'acquisition du véhicule fera partie du bilan. On va le retrouver bien sûr dans le patrimoine de l'entreprise puisqu'il appartient à l'entreprise. Mais va aussi avoir un impact au niveau des charges. Vous comprenez bien que c'est un coût pour l'entreprise. Et le but de l'amortissement, c'est ici de ne pas, je vais dire, entre guillemets, plomber un exercice avec l'achat d'un véhicule au complet. Si mon véhicule vaut 10 000 euros, je ne vais pas impacter mon compte de résultat, donc mes charges de 10 000 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'intention d'utiliser ce véhicule pendant plusieurs années. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, indépendamment du financement, je vais répartir cette charge sur plusieurs exercices, en fonction de la durée que j'aurai décidé. La répartition de cette charge peut se faire de deux façons, soit de façon linéaire, soit de façon dégressive. La façon linéaire, c'est-à-dire que je vais simplement prendre le coût d'acquisition, le diviser par le nombre d'années et trouver la portion de charge qui sera donc incluse dans le compte de résultat au niveau des charges. Cette portion sera toujours égale, elle est linéaire, alors que avec mon système dégressif, au début de l'amortissement, au début de la période d'amortissement, de la durée d'amortissement, je vais avoir une charge plus importante que celle qui va être constatée sur les dernières années. Bon, on verra tout ça en détail quand on abordera l'amortissement dégressif. Quant à l'amortissement linéaire, la méthodologie, elle n'est pas très compliquée, il y a juste deux points de vigilance à apporter quand on vous soumettra ce type d'exercice. Alors, si vous voulez bien, on va voir ces points de vigilance, voir la technique et revoir tout ça à travers la correction du TD. D'accord? Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, pour ce premier exercice, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait que l'entreprise X a acquis et mis en service un matériel industriel au 1er janvier de l'année N. Le prix d'achat TTC est de 12 000 euros. Le taux de TVA est de 20%. Sa durée d'utilisation est estimée à 4 ans. Donc on a tous les éléments ici. On a la valeur du bien, puisqu'on est obligé d'avoir la valeur du bien, et on a la durée
la durée estimée du bien et on a le type d'amortissement puisqu'on nous demande de dresser le tableau d'amortissement linéaire. Alors, ici, tout de suite, j'attire votre attention sur le premier point de vigilance. C'est celui du prix qui vous est donné. Le prix qui vous est donné est un prix TTC, donc toute taxe compris, qui inclut la TVA. Ce qui veut dire que ici, il y aura un premier travail à faire, et c'est bien souvent un piège qui est tendu aux étudiants lors des examens, c'est qu'on leur donne un prix TTC, alors que l'amortissement, la base amortissable, le calcul se fait toujours à partir d'un prix hors taxe. Donc le premier point de vigilance ici, c'est la base amortissable est obligatoirement le coût hors taxe de, de l'acquisition. Je le mets en rouge. Et en brun. La base amortissable est obligatoirement le coût hors taxe de l'acquisition. Par conséquent, si on a une donnée qui vous est fournie en montant TTC, il va falloir la transformer en montant hors taxe. C'est un petit travail qu'on va faire ensemble ici, puisque je ne suis pas sûr que chacun, je suis même pratiquement sûr que tout le monde ne sait pas comment on fait pour passer d'un TTC à un hors taxe, ou si vous l'avez fait, vous l'avez peut-être fait de façon très intuitive, et je préfère revenir sur cette petite formule de calcul. Donc je vais ouvrir une nouvelle feuille ici. Je vous conseille vraiment de connaître cette notion d'hors taxe et de TVA, d'accord, puisque il est important de savoir passer d'un prix hors taxe à un prix TTC, d'un prix TTC à un prix hors taxe, et de savoir calculer une TVA, sans entrer dans les détails ici, mais de savoir calculer une TVA, puisque justement non, Maëva, on ne retire pas 20% du prix. Parce que si je prends votre exemple, ne vous inquiétez pas, si je prends 12 000 euros, c'était 12 000 euros, je prends 120 000 euros. Si je prends 120 000 euros, je vais agrandir un peu pour que vous voyez bien. Si je prends 120 000 euros, que je calcule 120 000 euros de 20%, d'accord? Ça me fait donc 2 400, ce qui voudrait dire que mon prix hors taxe, il est égal à ça moins ça. 96 000, ce qui est faux. C'est pas comme ça que l'on fait, vous allez voir. On va garder votre calcul sur le côté et je vais vous montrer comment on fait. Vous allez voir l'erreur que vous avez faite, que tout le monde fait. Par contre, pour les professionnels, on ne récupère pas, on peut prendre un prix TTC. Alors, il n'est pas évident que pour une profession libérale, on ne récupère pas la TVA. Ce n'est pas le fait de la profession libérale qui fait qu'elle est soumise ou pas à la TVA. C'est le fait de l'activité. Certaines professions libérales peuvent, de par leur activité, être soumises à la TVA. Aujourd'hui, on aura spécifiquement, alors peut-être pas dans les détails, d'accord, peut-être pas dans les détails parce que c'est pas à votre programme, mais si à un moment donné c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux très bien m'attarder un petit peu dessus. Quelles sont les conditions d'application de la TVA? D'accord. Les conditions de l'application de la TVA, elles sont de deux ordres, même de trois ordres. Elles peuvent être relatives au bien qui est vendu, d'accord, au bien qui est vendu. Elles peuvent être relatives au chiffre d'affaires qui est généré par l'entreprise.
Et elle peut être relative à la situation géographique de l'entreprise. Je m'explique. Imaginons un pharmacien. Vous pourriez me dire c'est une profession libérale. Pourtant, les produits de pharmacie sont soumis à la TVA. Par contre, imaginons un médecin. Effectivement, les prestations de soins ne sont pas soumises à la TVA. Imaginons un avocat, par exemple. Les prestations de l'avocat sont soumises à la TVA. Pourtant, c'est une profession libérale. Imaginons les prestations d'assurance. Ce n'est pas une profession libérale, un assureur, a priori. Pourtant, les prestations d'assurance ne sont pas soumises à TVA. Imaginons la poste, encore mieux. À la poste, si vous achetez un timbre, il n'y a pas de TVA. Si vous achetez une enveloppe timbrée, il y a de la TVA. Alors, ne me demandez pas pourquoi, d'accord, on ne va pas rentrer dans ce détail et dans le débat. Ce n'est pas notre problème. Donc, je vous disais, ça peut être relatif comment dire, au produit qui est vendu. Ça peut être relatif aussi au chiffre d'affaires. Je vends des livres, d'accord, je suis vendeur de livres. Si je fais un chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi, qui est de 100 000 euros, je suis redevable de la TVA. Mes produits seront taxés à la TVA. Si je fais un chiffre d'affaires de 30 000 euros et que j'ai souscrit au régime de la micro-société, de l'auto-entrepreneur, vous en connaissez peut-être quelques-uns, ben, mes produits ne sont pas soumis à la TVA. Donc vous voyez ici, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Le hors-taxe est 100 000, là non. Oui, c'est ça, Mathieu. Géographiquement, par exemple, les taux peuvent changer. Vous allez en Corse, le taux de TVA est à 8,5. Alors qu'en France métropolitaine, le taux de TVA pour les échanges dans la France métropolitaine, le taux normal est à 20%. Voilà. Bon, vous voyez que la problématique de la TVA, c'est un petit peu, c'est carrément 6 mois d'études pour certains étudiants. D'accord. Donc nous, allez, si on va y passer un quart d'heure, à partir du moment où on vous donne du TTC ou du hors-taxe, c'est qu'il faut appliquer de la TVA, donc il faut prendre le montant nécessaire. On fera des chapitres où c'est obligatoirement le montant TTC qu'il faut prendre. On fera des chapitres où c'est obligatoirement le montant hors-taxe qu'il faut prendre. Ici, pour les immobilisations, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le montant hors-taxe qui doit être retenu. Alors, comment calcule-t-on un montant hors-taxe? Je veux d'abord vous dire que le hors-taxe, le taux de TVA, le montant de TVA, et donc le montant TTC. Imaginons que dans mon petit tableau que je vous laisserai, hein, bien sûr, je vais mettre des éléments que je connais et des éléments que je ne connais pas. Imaginons que je connaisse le hors-taxe, qui soit de 100 000 euros, que je connaisse le taux de TVA qui soit de 20%, le montant de TVA ici, il est de 20% fois 100 000, donc le hors-taxe est égal à 20 000. Ce qui veut dire que ici, j'ai bien fait le taux de TVA fois le hors-taxe pour trouver est égal au montant de TVA. Maintenant, concernant le TTC, comment je vais faire pour trouver le TTC? J'ai deux solutions, mais moi je vais vous en proposer qu'une qui va nous intéresser ici. Je vais faire le montant de 100 000 le montant de 100 000 fois 1 fois 1,2. C'est 1,2, c'est quoi? C'est 1 plus le taux de TVA. Et ça va me donner 120 000.
Donc j'ai fait quoi? J'ai fait le hors taxe plus, fois 1 plus taux de TVA. Et ça me donne le montant TTC. C'était une première solution. J'avais une deuxième solution, c'est de prendre le hors taxe plus le montant de TVA. 100 000 plus 20 000, ça me donne 120 000. Donc voilà mon calcul. Maintenant, imaginons que, à l'inverse, ça c'est un premier calcul, imaginons que je connaisse le montant TTC, qui soit de 120 000, ça je le connais. Que je connaisse mon taux de TVA, 20%. Comment vais-je faire pour retrouver le montant hors taxe? Alors, si pour passer du montant hors taxe vers le montant TTC, j'ai multiplié par 1,2. Pour passer du montant TTC vers le montant hors taxe, je vais diviser par 1,2. Ça, ce sont des règles d'équation que normalement tout le monde connaît. Quand je passe du hors taxe vers le TTC, je multiplie par 1 plus taux, donc par 1,2. Donc, pour passer du TTC vers le hors taxe, je vais diviser par 1,2. Donc, ce qui veut dire que quand je connais le TTC, pour reconnaître le montant hors taxe, je vais faire le TTC 120 000 divisé par 1,2. Et effectivement, ça va me donner 100 000. Comment j'ai fait ce calcul-là? J'ai fait le TTC divisé par 1 plus taux, 1 plus le taux. Donc 1 plus 20%, ça fait 1,2. Est égal au hors taxe. Comment je vais faire pour trouver mon montant de TVA? Je vais simplement faire le TTC moins le montant hors taxe, ou bien reprendre la même formule que j'ai utilisée. Des fois, il y a deux formules pour faire la même chose. Ici, donc, je prends moi 120 000 moins 100 000 est égal à 20 000. C'est-à-dire que j'ai pris le TTC moins le hors taxe pour retrouver mon montant de TVA. Donc vous voyez, quand vous allez retirer le 20%, que ça ne marche pas. Il faut obligatoirement, si vous voulez trouver à partir du montant TTC le montant hors taxe, vous divisez par 1 plus le taux, c'est-à-dire quand c'est 20%, 1,2, quand c'est un taux à 10%, 1,1, etc., etc. Donc ça, c'est impératif de le maîtriser. D'accord? Pour passer du montant, voilà, ces deux formules-là, voilà, ce petit tableau-là, vous devez absolument le maîtriser. On aura l'occasion d'en refaire et d'en refaire. Et notamment en matière d'immobilisation, puisque, comme je vous ai dit, le but ici, c'est ça. Je vous ai dit, le but ici, c'est de retrouver le montant hors taxe de la base amortissable. Alors, je reviens une fois qu'on a compris ça. Donc, nous, ce qu'on a besoin, c'est ça, ici. On a le TTC, il me faut l'hors taxe. Donc, comment je vais faire? Je prends le TTC divisé par 1,2 par 1 plus le taux de TVA. Donc, je reviens ici. Donc, je vais mettre ici mon calcul du hors taxe. Calcul du hors taxe. Donc, la formule que je vais utiliser, c'est le hors taxe est égal au TTC divisé par
1 plus le taux de TVA. D'accord. Donc, ça veut dire que le hors-taxe est égal à 120 000 divisé par, je mets bien le détail, 1 plus 20%. Donc, ici, le hors-taxe, il est égal à 120 000 divisé par 1,2. Donc, le hors-taxe est égal à 100 000. Est-ce que c'est clair pour cette notion de calcul de montant hors taxe? Bien. Alors, parfait. Si on a fait attention à ce point de vigilance, d'accord? Ce point de vigilance qui nous dit, voilà, attention, votre base hors taxe, elle doit obligatoirement être, enfin, votre base amortissable, elle est obligatoirement en hors taxe. Ici, j'ai vu que c'était du TTC. Boum, tiens, on m'a tendu un piège. Je réagis, je fais mon calcul. Alors, mon amortissement, il va aller de l'année N, puisque l'acquisition se fait au 1er janvier de l'année N, à l'année N plus 1, N plus 2, etc. D'accord? Donc, je construis mon tableau comme ceci, et je rappelle donc, il me semble bien que c'était sur 4 ans, et non pas sur 5 ans. 1, 2, 3, 4. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Donc, je vais avoir 4 lignes. Alors, comment va se faire la technique donc, de répartition du coût sur les 4 ans? C'est simple. D'accord? La base amortissable, de toute façon, sera toujours la même. D'accord? Dans un tableau, je marque en dessous ici, remarque. La première remarque que l'on peut faire, c'est en amortissement linéaire, la base amortissable est toujours la même. Hop, ça c'est une petite remarque qui peut être sympa. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est différent dans le tableau d'amortissement des gaziers. Donc ma base amortissable, c'est toujours la même. C'est donc mes 100 000 euros. Donc je vais reprendre mes 100 000 euros ici. Que je vais inscrire dans mon tableau. Ensuite, je vais calculer l'annuité. Alors l'annuité, c'est quoi? C'est le montant qui va être affecté au premier exercice. Je vous ai dit, on répartissait ce montant en 4. Alors là, ça ne va pas être très compliqué, d'accord? 100 000 divisé par 4. 100 000 répartis sur 4 ans. On est bien d'accord que ça va me faire 25 000 par an. Donc, au lieu de compter 100 000 de charges tout de suite, on va compter 25 000 sur 4 ans. Voilà la technique, voilà ce que l'on veut que vous fassiez. Donc, ces 25 000, c'est ce qu'on appelle l'annuité d'amortissement. Alors, ça porte aussi d'autres noms, c'est pour ça que je vais vous les indiquer ici. Donc, on l'appelle aussi dotation aux amortissements. On l'appelle aussi dotation aux amortissements. D'accord? L'annuité d'amortissement, on l'appelle aussi dotation aux amortissements. La base amortissable, vous pourriez éventuellement avoir d'autres noms qui lui sont donnés à cette base amortissable. Et alors,
aussi, on l'appelle aussi valeur brute. On l'appelle aussi valeur à l'origine. Les termes sont assez équivoques, hein, on voit bien de quoi on parle. Voilà, pour ces deux termes. Alors, comment on se calcule l'annuité ici? Elle va se calculer ici, je vais marquer, puisque je me suis fait un petit tableau à côté pour vous expliquer les calculs. Donc, au niveau de la base amortissable ici, hein, on a bien pris le hors-taxe. Le hors-taxe, soit 100 000 euros. Et comment s'est fait le calcul de l'annuité? Il se fera toujours de la même façon. On prend la base amortissable divisé par le nombre d'années. Le nombre d'années ici, on l'avait vu, c'était 4 ans. D'accord? Soit 100 000 divisé par 4 est égal à 25 000. Voilà le calcul tel qu'il a été fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour ce premier calcul? Pas de problème? Donc 25 000 pour mon annuité ici. Voilà. Maintenant, revenons sur le cumul des amortissements. Le cumul des amortissements, ça va être le cumul des annuités. D'accord? Le cumul des annuités, combien y a-t-il d'annuités à la fin de l'année? À la fin de l'année, là, on l'a utilisé, on va dire qu'on l'a usé pour 25 000 euros. D'accord? Pour combien l'a-t-on usé depuis le début? Uniquement 25 000 euros. D'accord? Donc ici, il n'y a pas trop de calcul à faire, c'est 25 000 euros. Ensuite, quelle est la valeur nette comptable? La valeur nette comptable, on l'appelle aussi valeur résiduelle. La valeur restante, hein, finalement. Hein. Ici, on va faire la valeur de départ moins le cumul des annuités. Ici, on a pris la valeur de la base amortissable, telle que la base amortissable moins le cumul. Soit 100 000 moins 25 000. Voilà pour cette première ligne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à ce niveau-là? Bien. Alors, on va pouvoir passer à la deuxième ligne et ensuite, vous allez voir que ça va aller très vite puisqu'on va avoir à chaque fois les mêmes systèmes. Je vous ai dit que la base amortissable était toujours la même. Donc ici, si vous me permettez, je vais très vite la recopier. Hop. Voilà. Le système d'annuité va se calculer toujours de la même façon. Toujours de la même façon. Donc, l'annuité, c'est toujours 100 000 divisé par 4. Donc, ça sera toujours 25 000. D'accord? Ici, la base amortissable est toujours la même. C'est ce qu'on s'est dit. Hein.
pas de souci là-dessus. Le système d'annuité, ce sera toujours le même calcul. Maintenant, le cumul des annuités. Ici, le cumul, j'ai 2 ans. Donc, ici, ça va être 50 000. C'est toujours le cumul précédent plus l'annuité. Donc, ça sera 25 000 plus 25 000. Donc, ici, 50 000. Maintenant, combien vaut-il? Si je fais 100 000 moins 50 000, il ne vaut plus que pour 50 000 dans mes comptes. On a bien compris qu'ici, je suis à 75 000. Et donc, ici, je vais être à 25 000. Là, je serai à 100 000 à la fin de l'année. Et ici, je serai à 0. Ici, 50 000 plus 25 000. Ici, 75 000 plus 25 000. Je fais tous mes calculs. Voilà. Donc, je viens de voir passer un petit commentaire qui était très intéressant. Est-ce que vous pouvez... Non, c'est pas ça. La valeur nette comptable qui diminue, c'est le bien acquis qui perd sa valeur. Exactement. D'accord. Imaginez-vous votre voiture. Vous achetez une voiture. D'accord. Quand vous ne l'avez pas utilisée, elle a pratiquement pas perdu de sa valeur. Quand si vous l'utilisez pendant 2 ans, elle va perdre de sa valeur due à l'utilisation de ce véhicule. Au bout de 2 ans, si vous regardez ça, évidemment, elle aura perdu de la valeur. Ici, c'est exactement la même chose pour une entreprise. Une entreprise qui utilise le bien, et c'est en ça où le but, c'est de répartir sa perte de valeur en fonction de son utilisation. Alors ici, c'est une utilisation linéaire, on imagine, parce qu'à un moment donné, il faut aussi mettre un certain nombre de choses très théoriques. On imagine que le bien est utilisé de la même façon pendant 4 ans. Donc il va perdre régulièrement de la valeur. Cette perte de valeur, c'est constaté par les annuités, mais année par année, ou au cumul, et ici, maintenant, on a sa nouvelle valeur. Vous avez bien compris aussi que, par exemple, cette valeur nette est importante parce que c'est finalement, au jour d'aujourd'hui, la valeur du bien. Si je me place, imaginons que je vais mettre juste des années, que ce bien, je l'ai acheté en 2017, en 2018 plutôt, ce sera mieux, en 2018, que ça représente l'année 2019, ça représente l'année 2020, et ça représentera l'année 2021. À la fin de l'année 2021, à la fin de l'année 2020, pardon, à la fin de cette année, d'accord, quelle sera la valeur de mon bien dans mon entreprise? Qu'est-ce que l'on va voir apparaître? On va voir apparaître, monsieur, vous l'avez acheté 100 000, mais, enfin, moi, bien sûr, je vais faire apparaître ça dans mes comptes. Je l'ai acheté 100 000, je l'ai déjà utilisé et amorti donc pour 75 000. Il ne vaut plus dans mes comptes que 25 000. Sa valeur réelle, c'est 25 000. Ça va se traduire quoi dans un bilan? Si on regardait la traduction dans le bilan et qu'on mettait par exemple ici les immobilisations,
Ça, c'est quoi? C'est du matériel industriel, matériel indus. Sur un bilan, clairement, on verrait apparaître la valeur brute, on verrait apparaître ce qu'on appelle les amortissements, c'est le cumul, et la valeur nette. Donc, au bilan 2020, à la fin de l'année, là, j'aurai mes 100 000, j'aurai 75 000 et j'aurai 25 000. Ça, je le traduis comment? En interprétation. Je dis, ah bah tiens, cette entreprise a acheté un bien il y a plusieurs années, 200 000, elle l'a déjà utilisé pour 75 000, et aujourd'hui, il ne vaut plus dans ses comptes que 25 000. Ça, c'est la traduction au bilan de l'année 2020. Si je devais faire la même traduction au bilan de l'année 2021, on va plutôt mettre l'année 2018, le bien, il vaut toujours 100 000, mais à la fin de l'année 2018, si je me reporte à mon tableau, à la fin de l'année, je l'ai déjà amorti pour 25 000 et il ne vaut plus que 75 000 dans mes comptes. Donc j'aurai ici 25 000 et 75 000 dans mes comptes. Ça, c'est mon bilan 2018. Si je regarde maintenant le bilan 2021, alors bien sûr, hein, normalement les bilans, ils se font bien sûr dans l'ordre. 2021, qu'est-ce que je vais avoir? Mon bien, je l'ai toujours acheté 100 000. Au bout des 4 ans, je l'ai totalement amorti. Et dans mes comptes, il ne vaut plus rien. Zéro, nada. D'accord? Pourquoi la VNC? Alors, pourquoi la VNC? Pourquoi la VNC à N plus 3 100 000 comme celle à N plus 2? Pourquoi la VNC à N plus 2? Ici, là, dans mes calculs, je n'ai pas mis à jour, peut-être, c'est ça que vous voulez me dire. Non, c'était bon, ça. 75 ans. Ça, c'est bon. 100 000. Tac, tac. Alors, je reprends la question qui m'était posée. Je ne la comprends pas. Pourquoi la VNC à N plus 3, 100 000 moins 75 000, ok, c'est bon du coup. D'accord? C'était simplement moi qui. Ça marche. Parfait, Vincent. Pas de problème. Je vérifie parce que des fois, c'est vrai que je vais vite et je ne mets pas forcément, comme j'utilise beaucoup de copier-coller, je ne vais pas forcément tout modifier tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il n'y a pas de questions? Non. Très bien. Alors, on ne va pas pouvoir finir ce chapitre. A priori, si vous avez compris le principe, d'accord, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans l'exercice numéro 2, il faut bien inclure les frais annexes, d'accord? Il faut savoir que quand on achète du matériel, il peut y avoir des frais annexes, des frais de formation du personnel, des frais de... On doit faire une phrase pour commenter le tableau. Pas forcément, non. Non, il faudra regarder la question qu'on vous demande. Mais bien souvent, c'est un peu comme les stocks, ça sert d'appui à un autre exercice. Ah ben non, c'est pas avec vous qu'on avait fait ça avec les deuxièmes années. Pour les deuxièmes années, il y a un chapitre qui demande à ce qu'on prenne l'annuité d'amortissement. Mais si on ne sait pas faire le tableau, on ne connaît pas l'annuité d'amortissement. Vous voyez. Et du coup, ben, on ne peut pas faire l'exercice. On est un peu bloqué dès le départ. Pour
un autre chapitre. Ici, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut prendre en compte. Donc, on va partir non pas sur 100 000 euros, mais on va partir sur une base amortissable de 110 000 euros. D'accord? Et il y a le prorata temporis que je ne peux pas expliquer là en 2 minutes. Alors, vous allez essayer de le faire, d'accord, pour la prochaine fois. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire ce prorata temporis là, qui fait que la première année, ce n'est pas une année complète, on le reverra ensemble de toute façon. Et le troisième, c'est parce qu'il y a une valeur d'amortissement de départ et une valeur résiduelle qui vous est imposée. Alors, a priori, avec le cours, je pense que les mêmes exercices sont faits en cours avec d'autres données. Vous devriez y arriver dans tous les cas. Lors de notre prochain cours, après votre petite pause, je ferai les corrigés détaillés de ces deux exercices-là et puis on verra où on en arrive pour la phase dégressive. On prendra le temps qu'il faut. Voilà. Y a-t-il des questions? Ben, écoutez, s'il n'y a aucune question, on va terminer là notre journée, enfin, pas notre journée, notre cours. Et puis, je vous souhaite de bonnes vacances, reposez-vous bien, et on se revoit donc à la rentrée pour continuer ce chapitre. Merci à tous, et bonne journée, au revoir.